Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean Aprin. Pour ce podcast inédit, direction La Roque-Brussanne, un charmant petit village du Var. C'est là qu'en décembre 2012, Jean Aprin est découvert mort au pied de ses vignes. Son épouse évoque un possible crime de rôdeur, mais l'enquête des gendarmes va bientôt mettre au jour une machination diabolique orchestrée au sein même de la famille de la victime. L'affaire Jean Aprin, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence à la Roque-Brussanne, un joli village provençal de 2500 habitants, à 30 km de Toulon. Dans cette région réputée pour ses vins, les vignobles tapissent la campagne. La côte méditerranéenne et son effervescence ne sont pas loin, mais ici, le calme règne. C'est l'arrière-pays varois. C'est là où les touristes ne vont jamais ou presque. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est très viticole en fait. On n'est pas loin de la Méditerranée, c'est vraiment un endroit baigné de soleil. C'est un petit peu le midi de la France dans toute sa splendeur. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Le village est magnifique, c'est vraiment un décor de carte postale. C'est ici que vit Jean Aprin, avec sa femme Nadine et son fils de 16 ans, Benoît. Comme beaucoup dans la région, Jean est viticulteur. Il exploite un domaine à la sortie du village, le Crot de l'Escalier, où il passe tout son temps. Jean Aprin, c'est un petit peu l'incarnation de la France qui se lève tôt, en fait. Tous les matins, il se réveille avant que le soleil soit levé pour s'occuper de ses vignes. Il a ce métier véritablement chevillé au corps. Les journées de Jean, c'est le travail, le travail, le travail. Mais il a un repère tous les jours, c'est de déjeuner avec Nadine. C'est un peu le seul moment familial, en fait, où ils se retrouvent tous les deux. Nadine, sa femme depuis plus de 15 ans, est aide-soignante à l'hôpital de Brignoles, le village voisin. Et souvent, elle travaille de nuit. Donc le couple se croise la plupart du temps. Alors Jean ne rate jamais cette pause de midi en tête-à-tête. Jamais, sauf ce 5 décembre 2012. Il est 13h. Chez elle, Nadine tourne en rond. Le déjeuner est prêt et Jean n'est toujours pas là. Nadine, ne voyant pas son mari revenir, commence à s'inquiéter. Et donc, elle va tenter de joindre Jean, évidemment, plusieurs fois, qui ne vient pas. Elle questionne la sœur de Jean, qui habite pas très loin. Elle n'a pas non plus de nouvelles. Et finalement, tout naturellement, elles vont se diriger vers le hangar qui jouxte les vignes pour voir si Jean n'est pas là, parce qu'il y passe quand même le clair de son temps. En arrivant, Nadine et sa belle-sœur aperçoivent tout de suite sa voiture garée près du hangar. Il est donc bien là. Mais dans les vignes, aucune trace de Jean. Alors elle s'approche du véhicule. Et tout à coup, elle le voit. Jean est allongé dans le coffre, en position fétale. Et là, elles paniquent un peu, elles essaient de le toucher, elles sentent qu'il ne réagit pas. Les deux femmes le secouent plus fort, mais rien à faire, il est inconscient. Tout de suite, elles appellent le SAMU, qui leur demande de pratiquer un massage cardiaque. On ne sait jamais, ça peut peut-être fonctionner, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc les deux femmes vont sortir en fait Jean du coffre pour tenter de le réveiller. Elles essayent tant bien que mal. Elles comprennent vite qu'il ne bouge plus. Il y a une sorte de rigidité cadavérique qui est déjà là.
Et très vite, avant même l'arrivée des secours, elles comprennent qu'il n'y a plus rien à faire pour lui et qu'il est manifestement décédé. Une impression vite confirmée par les pompiers une fois sur place. Jean Apprin est bien mort. Il avait 48 ans. Nadine est effondrée. Comment cet homme, dans la force de l'âge, a-t-il pu décéder ? C'est ce que vont devoir éclaircir les gendarmes. Ils procèdent tout de suite aux premières constatations. Sur le corps, rien de suspect à première vue. Aucun indice pour l'instant ne permet de comprendre les causes de sa mort. Mais Nadine, elle, a peut-être une explication. Elle raconte aux gendarmes que son mari est parti pour ses vignes la veille à 22h, visiblement très inquiet. Le capitaine Navarro a participé à l'enquête. Il se souvient de ses premières déclarations. Nadine indique que Jean a passé la nuit dans son hangar. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Parce qu'il a s'inquiété d'une recrudescence des vols dans les exploitations agricoles. Et en plus, il y avait la rumeur dans le village qu'effectivement, il y avait une équipe qui opérait ce genre de choses dans la région à ce moment-là. Des rumeurs qui avaient rendu Jean très fébrile. Car il venait tout juste d'acheter du matériel qui lui avait coûté une fortune. Lui restant pour surveiller son matériel sur son champ, sur ses vignes, serait tombé en pleine nuit sur des gars qui l'auraient agressé pour lui piquer du matériel, de l'argent. Tout de suite, c'est un petit peu l'hypothèse numéro 1 qui s'impose à l'esprit des enquêteurs. Ils vont vérifier aux alentours, notamment dans la grange, s'il n'y a pas du matériel ou des choses coûteuses qui ont été achetées par Jean Apprin qui soient finalement disparues ou qui auraient pu être volées. Mais nos constatations sur place ne laissent apparaître aucun vol. Au contraire, c'est bien rangé. Il n'y a rien qui laisse penser qu'il y a pu avoir un vol, une altercation au sein du cabanon. Il y a quelque chose qui les interpelle aussi, c'est qu'il y avait eu une bagarre ou s'il avait été frappé et tout ça. Pourquoi il serait allongé comme ça dans le coffre de sa voiture ? Et s'il y avait eu une altercation, pourquoi le corps de Jean ne porte-t-il aucune trace de blessure ni de lutte ? À ce stade, rien ne cadre avec l'hypothèse d'un crime crapuleux. Mais qui aurait pu lui en vouloir ? Et si la réponse se trouvait dans la vie de Jean Apprin ? Nous sommes en 1996. Jean a 32 ans. Il est célibataire et il travaille comme magasinier dans un supermarché près de la Roquebrussanne. C'est dans ce petit village qu'il rencontre Nadine. Elle a 31 ans. C'est la fille d'un viticulteur bien connu dans la région. Paul connaît Nadine depuis longtemps. Elles ont travaillé ensemble pendant des années. Nadine Apprin est une femme plutôt bien charpentée, assez imposante. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Un regard clair, un très beau sourire qui irradie, c'est certain. Une femme bien campée. C'est quelqu'un de jovial. Éric Scalabrin, avocat de la défense. Quelqu'un, oui, d'agréable, de bon abord. Jean est tout de suite subjugué par cette femme rayonnante. Alors qu'ils se connaissent depuis peu, tout va très vite entre eux. Ils se marient en 1996 et dans l'année, Nadine accouche de leur fils Benoît. Jean s'installe donc avec femme et enfants à la Roquebrussanne et les jours s'écoulent tranquillement. Jusqu'en 2009 où sa vie va prendre un nouveau tournant. À 45 ans, il a la possibilité, il a l'opportunité en fait de reprendre des terres viticoles qui appartiennent en fait à sa belle famille. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il semble avoir longtemps attendu son heure
Et à partir du moment où ces terres, plus personne ne les exploite, et ben il décide de le faire. Et donc il décide de changer de vie. Étant salarié de base au départ, il devient artisan, véritablement entrepreneur quelque part. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il se prend à cette aventure de manière totalement passionnée, passionnelle. Jean se découvre une véritable vocation. Très vite, il voit grand. Il construit de ses mains un hangar immense près des vignes. Il investit dans du matériel agricole. C'est un novice, mais il est ambitieux. Il veut vraiment réussir dans le vin. Il veut vraiment réussir à avoir un clos qui soit effectivement primé. Et il avait peu de loisirs. Ses loisirs, il est passé dans ses vignes, dans son cabanon. Pour les gendarmes, à ce stade, rien dans cette vie laborieuse ne leur donne la moindre piste. Alors pour tenter d'en savoir plus, il convoque celle qui le connaît le mieux, sa femme Nadine. Alors qu'elle est entendue, une autre hypothèse émerge sur la mort de Jean. Nadine Aprin indique dans sa déclaration que depuis quelque temps, il avait des problèmes de santé et qu'elle avait envisagé de l'orienter vers un spécialiste pour voir ce qui pouvait clocher chez lui, quoi. Jean était extrêmement fatigué, avait des problèmes de cœur et avait un sérieux problème d'alcoolisme, dit-elle. Quand ils entendent Nadine, les gendarmes font tout de suite le lien avec cette bouteille de pastis retrouvée dans le hangar. Et si, tout simplement, Jean avait fait un malaise ce 5 décembre? Pour confirmer cette hypothèse, ils interrogent les proches qui, à leur tour, dressent le portrait d'un homme stressé au bord du burn-out. Un ami de Jean se souvient même d'un étrange incident survenu quelques semaines seulement avant sa mort. Jean était vraiment pas du tout dans son assiette. Cet ami raconte qu'il avait dormi pendant 2 jours. Bon, on peut être surmené, mais bon, dormir 2 jours d'affilée, c'est quand même un petit peu inquiétant. Les médecins vont l'ausculter et vont dire, écoutez monsieur, là vous êtes à la limite de vos forces physiques, quoi, donc reposez-vous un peu. À l'issue de toutes ces auditions, les gendarmes sont maintenant convaincus que Jean Aprin a fait une crise cardiaque. Entre le fait qu'il avait des problèmes de santé depuis quelque temps, il consommait de l'alcool, qu'il a passé la nuit dans son cabanon pour surveiller qu'il n'y a aucune trace de violence, on pouvait envisager une mort naturelle. Même si on le retrouve dans le coffre de son véhicule, parce que c'est un véhicule break, il aurait pu s'allonger dans le coffre de son véhicule. Enfin, tout pouvait être envisagé. Le capitaine Navarro a maintenant un scénario en tête. Ce 5 décembre 2012, Jean Aprin, à l'affût des cambrioleurs, aurait bu toute la nuit pour tenir le coup. Ivre, il aurait fini par se coucher dans le coffre de son break pour se reposer, et puis il serait mort là, terrassé par l'épuisement et sa santé fragile. Un scénario que va conforter l'autopsie. Car selon le médecin légiste, Jean a bien succombé à un œdème pulmonaire causé par une insuffisance cardiaque. Pour les gendarmes, Jean est donc bien mort de mort naturelle ce 5 décembre 2012. Tout aurait pu en rester là, mais alors qu'ils s'apprêtent à classer le dossier, un détail, soudain, leur saute aux yeux. Un détail qui va relancer toute l'enquête. C'était le fait que l'individu était en chaussettes dans le coffre de son véhicule et qu'il avait les chaussettes propres, alors que le terrain, c'était la terre battue et ses chaussures étaient à l'intérieur du cabanon. Et à moins d'avoir fait de la lévitation, il ne comprenait pas comment il avait fait pour atterrir dans le coffre de son véhicule avec des chaussettes propres. On est au mois de décembre en plus, donc c'est un peu humide. Et donc forcément, la terre aurait laissé des traces sur les chaussettes. C'est quand même très très étrange. Et donc les gendarmes
finissent par eux-mêmes ôter leurs Rangers, là, et pour refaire le chemin, et puis ils en sortent avec des chaussettes, évidemment, pleines de terre. Donc là, vraiment, c'est le truc qui cloche, quoi. C'est le petit grain de sable qui va faire basculer toute cette enquête, quand même. La piste de la mort naturelle ne tient plus. Cette nuit du 5 au 6 décembre 2012, quelqu'un a forcément transporté le corps de Jean dans le coffre. Ce qui expliquerait que ses chaussettes soient restées propres. Mais alors, qui ? Jean avait-il des ennemis ? C'était un viticulteur ambitieux. Et si on avait cherché à éliminer ce concurrent gênant ? Les gendarmes décident de faire le tour des exploitants du coin. Dans le village de Roquebrussin, c'était quelqu'un qui était apprécié, qui ne faisait pas parler de lui. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Il reprenait la vigne qui lui avait été léguée, mais ça restait une petite exploitation. C'est pas quelqu'un qui aurait pu faire de l'ombre aux autres domaines viticoles de la région. Donc, on a rapidement écarté l'hypothèse de la concurrence dans le domaine viticole. Alors que le mystère s'épaissit autour de la mort de Jean, le 24 décembre 2012, tout le village se presse dans la petite église de la Roquebrussanne. Chacun vient lui rendre un dernier hommage, dans une ambiance très pesante. Et lors des funérailles, il y avait 2 enquêteurs de la brigade de recherche qui s'étaient mêlés à la foule. Et là, ils ont décrit un moment très très émouvant avec Nadine Aprin qui était pleurée, alors que son fils était plus en retrait, très effacé. Et elle est tombée au sol, elle hurlait, c'était un déchirement. Tout le monde se regarde en chaîne faïence quand même, parce qu'on se demande qui a tué ce gars qui faisait quand même partie du paysage. Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à courir. Tandis qu'au village, les commérages vont bon train, l'enquête, elle, est dans l'impasse. Les gendarmes décident donc de retourner au hangar. Un détail leur a peut-être échappé. Et alors qu'ils inspectent les lieux, ils remarquent Benoît, le propre fils de la victime. Celui qui ne s'intéressait pas du tout à la mort de son père, tout à coup s'intéresse à l'enquête. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Ça intrigue des gendarmes. Il voit bien que Benoît n'est pas dans son assiette. Et donc, il lui dit « Toi, tu as des choses à nous dire, il faut que tu viennes nous voir. » Et il lui propose de passer à la brigade pour s'expliquer. Le gendarme est loin de se douter que son intuition va changer le cours de l'enquête. Benoît se présente donc à la gendarmerie dès le lendemain. Il semble mal à l'aise, très abattu. Les enquêteurs sont tendus. Face à eux, est-ce que l'adolescent osera s'exprimer ? Mais alors que l'audition démarre, il se met très vite à parler. Et c'est un terrible secret qu'il va révéler aux gendarmes. Un secret qu'il garde depuis près de 3 semaines. Ce jeune garçon, qui est à peine sorti de l'adolescence, commence à livrer une confession qui est proprement hallucinante. Il va raconter en détail la fameuse soirée du 5 décembre. Et tout commence au moment où en fait son père veut aller se coucher. Tous les soirs, Jean prend en fait un café avant d'aller dormir. Mais ce jour-là, plus tôt dans la journée, Benoît explique qu'il a pilé des somnifères dans un bol. Des somnifères dilués ensuite dans le café de son père. Et donc il va raconter que ce café bu, son père serait tombé dans une sorte de léthargie.
Une fois qu'il était dans son lit inanimé, Nadine est allée chercher Benoît dans sa chambre en disant maintenant il faut qu'on s'en occupe. Mère et fils vont alors imbiber un oreiller avec de l'eau de Javel et du white spirit. Dans la chambre où Jean est toujours inconscient, ils vont ensuite l'étouffer et l'étrangler en même temps à l'aide d'une ceinture. Le tout, selon Benoît, aurait duré une demi-heure environ. On est quand même face à un acharnement, une détermination phénoménale, parce que ça dure plus d'une demi-heure à lui tenir un coussin, à l'étrangler en même temps. Les gendarmes sont stupéfaits. C'est un crime d'une violence inouïe que Benoît vient de raconter. Mais l'adolescent n'en a pas fini. Et donc là, on est en pleine nuit, il faut imaginer la scène. En fait, ils vont prendre le corps du père, le charger dans le coffre de la voiture et l'emmener vers le hangar, pas loin du domaine viticole. Ils avaient dans l'intention, dans un premier temps, de déposer le corps à l'intérieur du cabanon, mais comme ils ont estimé qu'il était trop compliqué à bouger et trop lourd, ils l'ont laissé dans le coffre et se sont contentés de mettre les chaussures à l'intérieur du cabanon pour montrer qu'il était dans le cabanon, et ils repartent tout simplement avec le 4x4. Le lendemain, Benoît explique que sa mère avait fait semblant de chercher son mari. Lui, il avait brûlé la ceinture dans la cheminée de la maison. Les gendarmes tiennent maintenant des aveux. Mais pourquoi Benoît a-t-il tué son père ? Pressé par les enquêteurs, l'adolescent fait alors une autre révélation. Ce n'est pas lui, mais sa mère qui a monté ce macabre projet. Benoît dit bien que il a participé à tout, mais c'est sa mère qui a déclenché le meurtre. C'est elle qui est à l'instigation. C'est elle qui, dès le départ, a l'idée de « débarrassons-nous-en, on va le tuer ». Benoît rejette toute la responsabilité du crime sur sa mère. Et ça n'est pas tout. Selon lui, ce soir du 5 décembre, elle n'en était pas à son coup d'essai. Nadine essayait depuis des mois, dit-il, d'empoisonner son mari. Pour les gendarmes, l'enquête vient de faire un grand bond en avant. Mais une chose les fait tiquer, c'est l'attitude de l'adolescent au cours de l'audition. Si au début, quand il arrivait à la gendarmerie, il était plutôt abattu, le fait d'expliquer ce qui s'est passé, il bombe le torse. On a l'impression qu'il est presque content qu'on s'intéresse à lui et qu'on l'écoute. C'est quand même assez fascinant. Dans son audition, à un moment donné, il indique que quand ils ont amené le corps au cabanon, il dit clairement « Ah bah ça m'a fait rigoler parce que avec le corps de mon père dans le coffre, je suis passé devant la gendarmerie. » Mais dans son audition, il a dit que ça m'a fait rigoler. Voilà. Ils sont cueillis par ce gamin de 16 ans qui vient raconter en plus tout ça de manière très détachée, comme si c'était pas lui, comme si ça l'intéressait pas. Les gendarmes se disent mais est-ce qu'il affabule pas un peu quand même ce gamin-là ? Il va falloir vérifier ces déclarations. Dans un premier temps, les gendarmes ordonnent des analyses toxicologiques supplémentaires. S'il a été drogué au somnifère, il devrait vite le savoir. En attendant, Benoît est placé en garde à vue. L'urgence maintenant, c'est d'interpeller sa mère. Mais Nadine n'est ni chez elle, ni à l'hôpital. Les gendarmes sillonnent les environs et vers 22h, ils repèrent enfin sa voiture. La veuve sort d'une soirée. Elle est aussitôt conduite à la gendarmerie. Je l'amène jusqu'à mon bureau, à la brigade de recherche de Brignoles. Et là, je demande des explications. Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. Je lui demande si elle a bien compris pourquoi elle était placée en garde à vue, pour des faits d'assassinat. Elle nie les faits, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle dit mais
écoutez, je comprends absolument rien. Cet enfant affabule totalement. Il se donne en spectacle devant vous, mais il raconte absolument n'importe quoi. Elle campe sur ses positions, elle est même très tranquille là-dessus. Nadine semble très sûre d'elle. Et si Benoît avait tout inventé comme elle le prétend? Les gendarmes eux-mêmes se questionnent. Quand les résultats des analyses toxicologiques tombent enfin. Là, c'est un cauchemar chimique. On va pouvoir voir qu'il y a eu de puissants sédatifs essayés à plusieurs reprises. À ce moment-là, on se rend compte que la victime a été visiblement soumise à un flot continu de médicaments pendant de longs mois, pendant de longues semaines. Évidemment que ça donne une toute autre dimension à cette histoire. Les experts ont trouvé la présence de somnifères à des doses incroyablement fortes, mais aussi des traces plus anciennes de puissants neuroleptiques. C'est un rebondissement dans l'enquête. Les gendarmes veulent maintenant réentendre Nadine, mais il leur faut des preuves supplémentaires pour accréditer les aveux de Benoît et la confronter à ses accusations. Ils décident alors de perquisitionner le domicile des Aprins et l'opération va s'avérer efficace. La fameuse ceinture qui aurait servi à étrangler Jean Aprin, qui aurait été brûlé dans la cheminée, et on va retrouver un gros seau de cendre au domicile qu'on va tamiser et on va retrouver la boucle de la ceinture utilisée. Le fameux pilon indiqué par Benoît, on va le retrouver et dans ce pilon, il y a des traces encore des médicaments écrasés dedans. Les gendarmes découvrent aussi des boîtes de somnifères et de neuroleptiques. Des médicaments qui correspondent aux doses retrouvées dans le corps de Jean Aprin. L'enquête avance à grands pas. Tout corrobore maintenant les déclarations de Benoît. Mais qui, de lui ou de sa mère, a prémédité la mort de Jean? À ce stade, la question reste entière. Au domicile, les gendarmes saisissent un ordinateur pour expertise informatique. Si Nadine a tout manigancé, comme l'avance Benoît, elle aura peut-être, pense-t-il, laissé des traces de son macabre projet. Quand on va faire l'analyse du disque dur de cet ordinateur, on va se rendre compte que quelque temps avant le décès de Jean Aprin, elle a multiplié les recherches sur Internet sur les poisons. Et ça, c'était elle qui les faisait sur sa session, sur son ordinateur. On voit qu'elle découvre en fait toute une pharmacopée plus ou moins sérieuse. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Pour tuer quelqu'un. Et cette liste donne le frisson. On y trouve des recherches sur des neuroleptiques, des somnifères, des antipsychotiques et sur leurs effets conjugués. Les gendarmes sont maintenant convaincus que Nadine a tout prémédité et que l'aide-soignante savait exactement où trouver ses médicaments. On peut se servir dans une pharmacie d'hôpital. Il n'y a que dans les services de psychiatrie où les infirmiers ont les clés dans leur poche. Ils ferment, ils ouvrent, c'est sécurisé. Paul Olzac, collègue de Nadine Aprin. Dans les autres services, vous avez des fois les armoires ouvertes. Et pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital, c'est facile de se servir. Pour les enquêteurs, Nadine aurait donc pu subtiliser toutes sortes de drogues pendant ses gardes de nuit à l'hôpital. Mais en salle d'interrogatoire, l'aide-soignante continue de nier. Malgré les éléments accablants que les gendarmes lui présentent, ils n'arrivent pas à la faire craquer. En fait, Nadine, c'est quand même un sérieux client parce que, c'est pas un bandit de grand chemin. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, et les gendarmes ne s'attendaient pas à avoir quelqu'un d'aussi coriace quelque part, parce que quand on essaie de la mettre face à ses contradictions, elle sait se défendre. Entre Nadine et les gendarmes, le bras de fer va durer des heures. C'est le capitaine Navarro qui mène l'interrogatoire.
un gendarme aguerri qui peu à peu va pousser Nadine Aprin dans ses derniers retranchements. Je réinsiste, je multiplie les questions. Là, au bout d'un moment, elle va finir par reconnaître quand même sa participation. Mais ce qui est terrible, c'est que quand elle reconnaît sa participation, en fin de compte, elle reconnaît avoir été mise dans le fait accompli. Son fils avait tué son père et qu'elle a essayé de l'aider à dissimuler le corps. Donc c'est encore pire, c'est que là, elle met tout sur le dos de son fils. Face au capitaine Navarro, Nadine Aprin vient enfin d'avouer sa participation au crime. Mais selon elle, c'est Benoît seul qui a tué son père. Elle n'y est pour rien. Si elle a collaboré, c'est seulement, dit-elle, pour aider son fils et par amour pour lui. S'il y a une chose qui compte dans la vie de Nadine, c'est son fils. Éric Scalabrin, avocat de la défense. Son fils, pour elle, c'est quelque chose de fondamental. C'est son fils. Elle fait cet assassinat quasiment un devoir de mère. C'est-à-dire que, considérant que son fils allait de toute façon tuer son père, il était de son devoir de l'accompagner jusqu'au bout. Elle dit, voilà, si je l'aimais pas autant, je l'aurais pas fait. Et donc, c'est une circonstance atténuante pour elle, c'est ce qu'elle explique. Et ce n'est pas tout, car au capitaine Navarro, Nadine raconte aussi qu'elle vivait en permanence dans la terreur. Elle affirme que Jean la frappait régulièrement. Après avoir mis ce meurtre sur le dos de son fils, elle va se faire passer aussi que pour victime. Elle va dresser un portrait au passage de son mari comme étant un homme violent qui lui faisait subir des violences sexuelles quasi quotidiennement, une sorte de tyran domestique absolument insupportable en fait, invivable. Si elle dit vrai, la veuve de la victime pourrait bénéficier de circonstances atténuantes. Mais Nadine est-elle vraiment une femme battue ou ment-elle pour se donner des excuses? C'est ce qu'il va falloir éclaircir. En attendant, le 1er janvier 2013, Nadine Aprin et son fils Benoît sont mis en examen pour assassinat. Nadine est incarcérée à la prison de Draguignan, Benoît, lui, dans un centre de détention pour mineurs. Nadine, mise en examen à la Roquebrussanne, c'est la stupeur. Pour ses collègues, c'est aussi la surprise. Malgré ses ennuis de santé, Stéphane a tenu à témoigner. Quand j'ai appris les démêlés que Nadine avait pu avoir avec la justice, ça m'a semblé complètement impensable et improbable que ça soit elle. Stéphane Serfati, collègue de Nadine Aprin. Professionnellement, elle était irréprochable. C'est un métier qui est éprouvant, c'est une femme qui était courageuse. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci avec elle. Il a été volontaire, présente, ponctuelle, voilà, toujours prête à remplacer en cas d'arrêt d'une collègue. Quelqu'un qui assurait. Alors que tout le monde est sous le choc, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils convoquent les proches de Nadine, car ils veulent en savoir plus sur cette femme qui se dit victime de violences conjugales. La collègue de Nadine va leur faire alors une terrible révélation. En 2002, 6 ans après la naissance de Benoît, Nadine a eu un autre enfant, un garçon, qui est mort 2 mois après sa naissance. Et pour elle, c'est Jean qui serait responsable de ce décès. J'ai été présente une fois, là ça m'est marqué, lors d'une pause, où là elle avait évoqué le fait d'un enfant que son époux aurait secoué et que l'enfant aurait eu ensuite des problèmes de santé et serait décédé. Elle décrivait un milieu familial avec un époux qui la battait ou qui buvait. Je me souviens de cela. Et très honnêtement, une fois que j'ai fait les auditions des infirmières, j'ai presque de la compassion pour elle. Capitaine Julien Navarro,
enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. L'impression qu'en fin de compte, c'est une épouse et peut-être aidée de son fils qui ont voulu se libérer d'un mari et père violent, tyrannique, qui devait leur mettre la misère. Touché par cette femme qui semble être sous l'emprise d'un mari violent, le capitaine Navarro cherche à vérifier ses déclarations. Et étrangement, il ne trouve aucune trace de plainte déposée par Nadine. Alors, Jean était-il vraiment un bourreau domestique ou bien Nadine essaye-t-elle de détourner les soupçons? Les gendarmes auditionnent ses proches pour tenter d'y voir clair. Et c'est un portrait bien différent de celui dressé par Nadine qui se dégage très vite. Toutes les personnes qu'on entend nous décrivent Jean Apprin comme quelqu'un de gentil, de réservé. Physiquement, il ne donne pas l'impression d'avoir le dessus sur son épouse. Ça pourrait être l'inverse. À l'observer, je ne considérais pas qu'elle avait le profil d'une femme qui puisse être vraiment soumise. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Parce que j'avais vu en elle une belle énergie, une capacité de se défendre si ça n'allait pas. Elle n'avait pas le profil d'une femme maltraitée. Pour l'entourage de Jean, jamais ce gars-là n'aurait levé la main sur qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il était dévoué à sa femme, dévoué à son fils. C'était un camarade en or. Personne pourrait imaginer qu'à ce moment-là, il ait pu être un tyran domestique. Et ce sont des déclarations qui peuvent être contradictoires par rapport à cette maman qui explique une vie de couple qui est empreinte de violence, véridique ou non. Toujours est-il que dans son esprit, la relation de couple est très mal vécue. À l'issue de toutes ces auditions, difficile pour les gendarmes d'avoir une idée précise du couple Apprin. Ils décident alors d'éplucher à nouveau l'ordinateur de Nadine pour tenter de trouver des réponses. Et ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir sur sa vie. C'est un tout autre visage qui va se révéler d'elle, en fait, et on va découvrir des choses absolument hallucinantes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Des choses que personne n'aurait pu soupçonner. Là, on se rend compte qu'elle multiplie les rencontres amoureuses. Elle a inscrit sur des sites de rencontres. Elle se rend régulièrement dans une boîte échangiste qui se trouve sur le bord de mer. Nadine a des amants partout à la ronde, quoi. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. En fait, on découvre une Nadine qui a une vie sexuelle plus qu'épanouie. D'ailleurs, ils vont aller entendre à un moment donné le patron d'un club échangiste à une vingtaine de kilomètres de là. On lui présente la photo, il dit « Ah, comment elle va, quoi ?» C'est une cliente régulière. En poussant leurs investigations, les gendarmes découvrent que Nadine fréquente 7 amants en même temps et qu'elle a visité des sites de rencontres libertins la veille et le lendemain même de la mort de Jean. On semble bien loin de l'image d'une épouse terrifiée, soumise à un mari violent. Et là, les gendarmes se disent qu'on est au-delà de la veuve joyeuse. C'est la veuve super joyeuse, la super veuve joyeuse, quoi. Si au début, j'avais plutôt de la compassion pour Nadine Apprin, je change un peu d'orientation. Ça décrédibilise un peu la version de la femme battue, violée. Nadine trouvait-elle dans les bras de ses amants une échappatoire à l'enfer de sa vie familiale ? Ou bien cette double vie cache-t-elle autre chose ? Jean Dorido est psychologue, spécialiste des grandes affaires criminelles, et il a accepté de nous apporter des éléments de réponse. C'est vrai que ce que l'on voit chez les femmes victimes
de violences conjugales, ce sont des femmes qui souvent sont terrorisées, n'osent même pas regarder un autre homme dans la rue, de peur de déclencher à nouveau de la violence chez leurs compagnons. Jean Dorido, psychologue. Et c'est un fait que Nadine Aprin ne rentre pas du tout dans cette case. Elle ne semble pas terrorisée, ne serait-ce que par l'idée que Jean Aprin puisse découvrir tout ça. Ça ne semble pas du tout l'angoisser le moins du monde. On peut lui jeter l'anathème, on peut lui jeter l'opprobre parce que dans sa vie privée, il y a quelques écarts, mais est-ce que ça rentre réellement en ligne de compte ? Éric Scalabrin, avocat de la défense. On peut avoir une vie exemplaire et être un psychopathe patenté, et inversement. Mais pour les enquêteurs, cette vie dissolue sème le doute sur les déclarations de Nadine. D'autant qu'ils vont apprendre qu'elle aurait menti sur l'histoire de son bébé soi-disant secoué. Les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ça de plus près. Et le médecin va dire, mais non, cet enfant est mort d'une mort subite du nourrisson. J'en suis certain. J'aurais eu le moindre doute, j'aurais demandé une autopsie. Pour autant, cette maman est persuadée et attribue le décès de son petit enfant à des violences qui auraient été commises par le défunt. En tout cas, elle en est persuadée. Les gendarmes sentent à ce moment-là que la clé de l'histoire, c'est quand même cette femme. Une femme insaisissable, qui ne cesse de brouiller les pistes depuis le début de l'enquête. Le crime crapuleux, le malaise cardiaque, les affabulations de Benoît, et enfin, son fils, seul meurtrier. Elle semble changer de version à chacune de ses auditions. Alors que cherche-t-elle à cacher à tout prix derrière tous ces mensonges ? Pour les gendarmes, la réponse se trouve forcément dans la vie de son couple. Derrière l'histoire banale d'un mariage qui bat de l'aile, c'est un terrible secret qu'ils vont découvrir. Un drame très intime, survenu il y a plus de 15 ans, qui a bouleversé la vie de Nadine et brisé tous ses rêves. Nadine Aprin a quand même une vie particulière. Elle s'est mariée avec Jean Aprin alors qu'elle était enceinte de Benoît, d'une relation qu'elle avait avec une autre personne qui voulait pas se marier avec elle. Cet homme, dès qu'il apprend qu'il va être père, en fait, il va disparaître dans la nature. Le patriarche apprend courroucé que sa fille est enceinte et qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mariage. Si bien que tout de suite, le père va dire « Moi, je ne veux pas de fille-mère dans ma famille ». On est dans la campagne, on est dans le Var, on est dans l'arrière-pays, et avec des mentalités qui sont, j'allais dire, plus conservatrices. Il faut donc lui trouver un mari, et de toute urgence, car son ventre va bientôt s'arrondir. Le père de Nadine se met en quête, et très vite, il va tomber sur le gendre idéal. Et en fait, le père trouve Jean, qui est un petit peu le bon gars du coin, qui est travailleur, qui est sérieux. Il est assez simple, il est assez d'accord. C'est un célibataire un peu endurci. Et surtout, on va vendre à Jean une idée, c'est qu'il va enfin avoir du bien un jour. Là, on lui promet d'un coup une ascension sociale à Jean. Tu vas avoir maintenant de l'argent, des terres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Un vrai coup de chance pour Jean. Alors, quand on le presse de se marier très vite, il ne pose pas trop de questions. Mais pour Nadine, c'est une autre histoire. Elle est un petit peu mariée avec lui, contrainte et forcée dans ce petit village, alors que c'est pas le prince charmant dont elle aurait rêvé. C'est peut-être là que germent les premières prémices du drame, parce qu'elle va être obligée de se marier avec quelqu'un dont elle n'est pas amoureuse, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. De l'amertume, de la frustration, de la colère. Et là, tout peut devenir possible. Dans la tête des enquêteurs, ce mariage forcé aurait pu être un sacré mobile pour Nadine. Mais reste une question de taille. Pourquoi, dans ce cas, n'avait-elle pas divorcé ?
Elle avait un travail et des terres, et c'était une femme indépendante qui pouvait s'assumer seule. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on est dans le milieu de la vigne. C'est pas évident de divorcer, de se séparer. Il y a un enfant qui est là au milieu. C'est qu'on puisse, entre guillemets, j'allais dire, sauver les apparences et faire chacun sa vie de son côté, c'est envisageable. Mais ensuite, de là à franchir le pas, ça n'a rien d'évident. Le problème aussi, le vrai problème, et ça, l'instruction va le pointer, c'est-à-dire que les deux sont mariés sous le régime de la communauté. Donc non seulement c'est un mariage dont elle n'a pas voulu, mais en plus, elle ne peut pas s'en séparer sans perdre la moitié de ses biens. Donc c'est très très compliqué, elle est coincée. Pour les enquêteurs, Nadine serait donc restée avec Jean pour garder son vignoble. Elle aurait préféré multiplier les amants plutôt que de divorcer. Pendant que Jean trimait au supermarché, elle avait toute liberté pour aller voir ailleurs. Sauf qu'en 2009, Jean avait quitté son poste pour se consacrer au vignoble. Et cela, pour les enquêteurs, aurait tout changé pour Nadine. Le jour où il a décidé d'arrêter son emploi et de se consacrer à sa vie, Capitaine Julien Navarro, enquêteur à la gendarmerie de Mandelieu. en fin de compte, il était là tout le temps. Et ça n'arrangeait pas les affaires de Nadine. Que Jean n'a plus les mêmes horaires, Jean est beaucoup plus proche de la maison, il peut survenir à n'importe quel moment. On s'est rendu compte que Jean, après, était devenu un obstacle à sa vie sexuelle. Et si le mobile du crime était là ? Jean serait devenu un mari encombrant. Elle s'en serait débarrassée pour fréquenter qui elle voulait. En le tuant, elle gardait ainsi sa liberté et son vignoble. Mais pour les enquêteurs, une question centrale demeure. Est-ce elle qui a tout organisé, ou bien a-t-elle simplement aidé son fils, comme elle l'affirme ? Pour tenter de découvrir la vérité, les gendarmes vont devoir se plonger dans les relations entre Benoît et son père. Le jeune homme avait-il une raison personnelle de vouloir le tuer ? Quand on demande à Benoît les relations avec son père, il dit qu'ils n'étaient pas toujours d'accord, que son père était trop exigeant sur les travaux de la vie. Il essayait de le former, puisque l'espoir était évidemment qu'il reprenne les rênes de tout ce qui était en train d'être construit. Selon Benoît, Jean était un père un peu autoritaire. Mais de là à vouloir le tuer, les gendarmes ne comprennent pas son geste, jusqu'à cet événement raconté par l'adolescent au cours de son audition. Un incident survenu en 2009, alors qu'il avait 13 ans. Il s'est fâché avec son père pour une histoire de scooter, parce qu'il voulait acheter un scooter, son père a refusé. Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en disant à sa mère « j'en ai marre, je veux le tuer ». Et qu'elle elle l'a pris au bon en disant « bah oui ». Et nous le dit, il était surpris d'ailleurs par la réaction de sa mère, parce que lui disait ça sur le coup de la colère. Une colère vite retombée. Du haut de ses 13 ans, Benoît avait parfois du mal à supporter l'autorité. Mais selon lui, à partir de là, sa mère avait commencé à lui confesser toutes les violences que lui aurait fait subir son mari. Des plaintes répétées pendant 3 longues années. Elle va aller encore plus loin en disant à son fils qu'en fait, son petit frère est mort en fait d'avoir été secoué. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un bébé secoué par le père. Et donc, elle va instiller cette idée-là, que son père, finalement, a tué son petit frère, que son père est un être dangereux. Et à partir de là, il se met à le haïr. Et le coup de grâce, parce qu'il y a un coup de grâce qui est apporté par sa mère. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'elle va lui révéler quelques semaines avant la tragédie que son père n'est pas son père biologique. Une révélation terrible qui pourrait expliquer le passage à l'acte de Benoît.
C'est vrai que ça peut faire sauter une espèce de verrou psychique, d'interdit absolu. Jean Dorido, psychologue. Et faciliter, entre guillemets, ce passage à l'acte criminel, de dire, tu sais, de toute façon, ça n'est pas ton père. Donc vraiment, tu peux y aller. C'est juste un sale type qui bat et qui viole ta mère. À entendre Benoît, les enquêteurs se rendent compte qu'il y a un véritable travail de sape qui a été mis en place par la mère depuis des mois, des années. Il y a tout un ensemble d'éléments qui mettent en condition Benoît pour qu'il vienne à détester son père et à vouloir mettre fin à ses jours. Il aide sa mère à se débarrasser de Jean Apprin parce qu'il est violent avec sa mère. Plein de haine, Benoît aurait fini par se laisser convaincre par sa mère. Il fallait éliminer ce bourreau domestique. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Ce qu'a vécu Benoît, c'est un véritable phénomène d'emprise de la part de sa mère. Pour s'en assurer, ils ordonnent des expertises psychologiques. Benoît est un garçon décrit par les experts comme étant plutôt fragile. Il a du mal à lier des relations interpersonnelles. Il est vraiment dans son monde. L'adolescence, c'est le moment où l'enfant, justement, s'ouvre sur le monde extérieur. Et Benoît est un peu bloqué, lui, dans cette espèce d'enfance qui est le temps de la fusion avec la mère. Nadine Apprin se décrivait comme une maman protectrice. Je l'ai personnellement entendu décrire son fils comme quelqu'un de timide, plutôt introverti. Paul Olzac, collègue de Nadine Apprin. Manquant de confiance en lui et qui avait besoin de sa maman pour grandir, s'épanouir et puis grandir dans la vie. Il y a presque un rapport fusionnel avec sa mère, tellement il a besoin de s'accrocher à quelqu'un, à quelque chose, il est tellement seul dans la vie. Pour les experts, Benoît est un adolescent immature et fragile. Un fils unique très couvé par sa mère. Un contexte qui conforte très vite les soupçons des gendarmes. Pour eux, si Benoît a tué son père, c'est que Nadine l'a manipulé pour en faire son bras armé. Quand on voit le profil de Benoît, on peut comprendre qu'il ait passé le cap parce que c'est quelqu'un d'introverti, il est très influençable. Comment peut-on trouver à 16 ans le courage d'appuyer sur un coussin, sachant qu'il y a la tête du père mourant derrière, pendant 30 à 45 minutes? Comment on fait ça? Soit on est nourri d'une haine atroce parce qu'on a subi les pires choses, ou parce qu'on est sous emprise. Et c'est l'emprise, en réalité, qui explique cette histoire. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le cerveau absolument diabolique, machiavélique de cette histoire, c'est la mère. Les enquêteurs ont maintenant une idée précise des rôles de chacun dans la mort de Jean Apprin. Selon eux, Nadine avait l'intention d'éliminer son mari bien avant ce 5 décembre 2012. Pendant des mois, elle aurait cherché le meilleur moyen de l'empoisonner, sans succès. Elle aurait donc manipulé son fils pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce mari encombrant. Malgré ces nouveaux éléments à charge, Nadine continue d'accuser Benoît. Alors, entre la mère et le fils, qui est responsable de l'assassinat de Jean Apprin? Benoît a-t-il agi seul ou a-t-il été manipulé par Nadine? C'est tout l'enjeu du procès qui s'annonce. Le procès de Nadine et Benoît Apprin s'ouvre à huis clos le 29 juin 2015 à Draguignan. Après un an de détention, Benoît comparaît libre. Nadine, elle, va suivre les audiences depuis le box des accusés. À l'ouverture du procès, évidemment, tout le monde rase les murs parce qu'on attend, dans un silence de cathédrale, la confrontation entre la mère et le fils, parce que c'est le nœud de toute cette histoire. On attend que les versions s'accordent en réalité. Si elle continue d'accuser son fils, elle l'embarque comme complice, plus que complice, co-auteur de l'assassinat de son père. Donc, est-ce qu'elle va
continuer à charger son fils? C'est la question que tout le monde se pose. À l'heure de prendre la parole, Nadine va camper sur ses positions et elle continue d'accuser son fils d'avoir tué Jean Apprin. Pour tout le monde, c'est un procès très lourd, avec cette mère qui est en train d'enfoncer son fils pour essayer d'avoir quelques années de prison en moins, en fait. Pour Benoît, c'en est trop. Le jeune homme s'écroule. Le procès en lui-même a été interrompu à plusieurs reprises. Et on a un drame qui se déroule sous nos yeux. Éric Scalabrin, avocat de la défense. On a le fils qui est pétri d'émotions, qui s'effondre, qui fait un malaise, qui cherche ses mots. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un de totalement déstabilisé. Avocats, magistrats, jurés, tout le monde craint alors que le jeune homme n'arrive pas à supporter le procès jusqu'au bout, et même qu'il finisse par se suicider. Dans le box des accusés, Nadine assiste aussi à la détresse de Benoît. Elle voit bien que le fils peut très bien sortir de la salle d'audience et aller commettre l'irréparable. C'est le fils qu'elle a porté au sein de ses entrailles. Et elle finit par craquer. Jusqu'ici, droite dans ses bottes, elle prend une décision radicale et le procès bascule. Elle décide de garder le silence et à partir de maintenant, je fais jouer mon droit au silence. Et je m'assois et je n'ai plus rien à vous dire. Ce qui, au final, confirme la déclaration de son fils. Le fait est que, en faisant cela, elle sauve de facto son fils. À partir de ce moment-là, son fils est crédible. La messe est dite. Par son silence, Nadine donne tout crédit à la version de son fils. Quant au mobile du crime, la veuve n'en dira rien jusqu'à la fin du procès. À l'issue des 6 jours d'audience, le dossier reste plein de zones d'ombre. C'est dans ce flou que les jurés vont devoir trancher. Après des heures de délibération, le verdict finit par tomber. Le 4 juillet 2015, Nadine Apprin est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Son fils, Benoît Apprin, a 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Un verdict qui consacre le rôle central de Nadine dans la mort de son mari. À l'issue du procès, Benoît ressort libre. Son temps de détention provisoire a déjà couvert sa peine. Nadine, elle, repart en prison sans faire appel. Depuis, Benoît a changé de région. Il tente de se reconstruire loin du cauchemar qu'il a vécu. Mais sa vie est à jamais bouleversée. Son père assassiné et sa mère en prison, c'est désormais tout seul qu'il doit avancer dans la vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Anne-Marie Richy. En août 2017, dans les Yvelines, 2 promeneuses découvrent les restes d'un corps démembré et calciné. 1 mois et demi plus tard, à 30 km de là, un homme inquiet pousse la porte du commissariat. Sa compagne de 68 ans a mystérieusement disparu. Les policiers ne le savent pas encore, mais ces 2 événements sont le point de départ d'une enquête hors norme, mêlant sexe,
mensonge et jalousie. À découvrir dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Boulogne-Billancourt, une grande ville de la très chic banlieue ouest parisienne. C'est ici que vit Philippe Marchand. Il est chauffeur de taxi. Il aime les rencontres que l'on fait la nuit, en fait. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Tous ces gens que l'on ramène à des heures impossibles, où sans doute les conversations sont plus fluides. Ce qui lui plaisait, c'était de circuler comme ça, de rencontrer des gens différents. Sylvie Sézikeye-Caillet, avocate de la défense. Il dit que ça l'a beaucoup enrichi, ce métier-là. Il a rencontré beaucoup de personnes. Un homme simple, sans histoire, marié depuis 35 ans et père d'une grande fille. Il a une vie un petit peu transparente, il est en couple. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a un enfant. Il est généreux, celui sur qui on peut compter, l'époux sur lequel on peut compter, le père sur lequel aussi on peut compter. En 2014, à l'âge de 62 ans, Philippe Marchand prend sa retraite. Après avoir travaillé dur pendant toute sa vie, il décide de prendre enfin du bon temps. Cet ancien chauffeur de taxi qui avait une vie plutôt rangée. Virginie Selvetti, journaliste. 32 ans de vie commune, une fille, son travail. Au moment où il prend sa retraite, il décide de changer complètement d'horizon. La retraite, ça a été pour lui une espèce je sais pas, il y a des verrous qui ont sauté pendant toute sa vie. Il s'est auto-censuré, je pense, beaucoup. Cet homme, jusqu'ici fidèle à sa femme, lui annonce qu'il aimerait tenter les rencontres libertines. Il dit à la mère de sa fille que du jour au lendemain, il a des envies de liberté et qu'il va aller voir ailleurs. Il s'en explique et lui fait comprendre que c'est un peu l'envie, le besoin qu'il éprouve maintenant, arrivé à la retraite. Mais pour autant, il souhaite poursuivre la vie commune avec elle. Elle refuse et c'est finalement elle qui le quitte. Philippe Marchand se retrouve donc célibataire à 62 ans et se lance. Il crée des profils sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres dans l'espoir d'attirer des femmes et de multiplier les conquêtes. Philippe Marchand n'est pas un canon de beauté, mais c'est un séducteur. C'est quand même un ancien sportif, c'est quelqu'un qui courait, c'est un homme qui est resté assez svelte. Il est assez coquet, quoi. Il aime assez faire attention à lui. Il est décrit par tous comme étant extrêmement sympathique, plein d'humour, attachant. Le succès est au rendez-vous. Et l'homme multiplie les rencontres sans lendemain. Il rencontre des femmes, surtout des femmes de son âge, qui sont soit veuves, soit divorcées, qui sont en demande affectivement. C'est un séducteur de carte vermeille. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Il aime les femmes apprêtées, et puis c'est un beau parleur, il sait se tenir, il a des manières, il est bien éduqué. Il a un petit succès, et puis après il les draille, et puis ça marche, des fois ça marche. Philippe Marchand enchaîne les rendez-vous. Mais en décembre 2015, un de ses amis le convie à une partie fine en compagnie d'une femme à la retraite elle aussi. Elle s'appelle Anne-Marie Richy. Elle a 65 ans. Ils se rencontrent à la faveur d'une soirée un petit peu olé olé, un petit peu libertine. Alors Anne-Marie Richy est la maîtresse de son ami et elle les convie dans son appartement. Ils vont avoir une relation tous les trois. Anne-Marie Richy pratique à l'occasion le libertinage. Cette ouverture d'esprit séduit Philippe Marchand qui s'entiche de cette femme et lui exprime son envie de la revoir. Et en fait, lui, c'est quand même un homme à femme. Il enchaîne les relations, des fois plusieurs en même temps. Mais là, il tombe quand même sur quelqu'un qui
a un côté un petit peu femme fatale. Ils arrivent à ce point de leur vie, à ce point de la soixantaine où en fait tout match entre eux. Lui, il la trouve jolie, il la trouve élégante, il la trouve cultivée même. En fait, il est un petit peu ébahi, un petit peu sous le charme de cette femme qui a un bagage culturel, je dirais, un peu supérieur au sien. Et il tombe follement amoureux d'Anne-Marie Richy. Anne-Marie, elle aussi, est séduite par l'ancien chauffeur de taxi. Ils se plaisent mutuellement et donc ils vont décider d'entamer une vraie relation amoureuse. Ils vivent un amour presque comme le vivent les adolescents. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre, une histoire passionnelle. Ils sortent tous les soirs, ils vont au restaurant. Un goût commun pour le libertinage, une attraction physique et intellectuelle. Très vite, Anne-Marie Richy rend les clés de son appartement pour emménager chez Philippe Marchand à Boulogne-Billancourt. C'est un couple qui marche très bien, comme le dit Philippe Marchand, d'abord sexuellement, mais c'est aussi un couple qui très vite se trouve très bien ensemble et très amoureux. Si bien que Anne-Marie va venir vivre chez Philippe Marchand. Après 1 an et demi de vie commune, en juillet 2017, le couple décide même de se marier. Anne-Marie l'annonce en grande pompe sur les réseaux sociaux et elle photographie même sa bague. Il y a l'annonce sur Facebook à un moment donné qu'ils vont se fiancer. Il est dit à leur entourage qu'ils vont finir par se marier à Las Vegas. Ça fait partie des projets du couple, comme d'acheter une autre maison. Là, ils louaient quelque chose dans le sud ensemble pour partir, pour aménager leur retraite un peu différemment. Des projets à deux, des voyages, une vie sexuelle épanouie, un bonheur sans nuages qui va brutalement s'arrêter le 16 octobre 2017. Ce jour-là, Philippe Marchand pousse la porte du commissariat. Il est inquiet. Il est sans nouvelles de sa compagne depuis plusieurs jours. Philippe Marchand se rend au commissariat de Boulogne-Billancourt pour déclarer la disparition d'Anne-Marie Richy. Devant le policier, Philippe explique avoir été hospitalisé quelques semaines. Mais lors de son retour au domicile, Anne-Marie est absente et ne répond plus au téléphone. Voici 8 jours qu'elle s'est volatilisée. Philippe Marchand va montrer aux policiers les derniers messages d'Anne-Marie Richy en date du 8 octobre où elle lui explique qu'elle est à Cambrai, dans le Nord, et qu'elle rentrera quelques jours plus tard. Sauf que quelques jours plus tard, Anne-Marie Richy n'est pas rentrée. Et Philippe dit même, elle a laissé toutes ses affaires chez moi quasiment, donc je suis inquiet, je viens signaler cette disparition. Voilà, c'est ce qu'il fait. Le policier rédige un simple procès-verbal d'audition, ce qui bien sûr ne déclenche aucune enquête. Après tout, la disparue est majeure et elle est libre de ses mouvements. Dans la tête des policiers à ce moment-là, on se dit, ok, très bien, monsieur, en fait, elle vous a quitté, elle s'est tirée avec un autre type ailleurs, et basta, quoi. L'hypothèse, c'est qu'elle finira bien un jour par donner des nouvelles pour venir chercher ses affaires chez Philippe. Elle est bien plus que majeure, elle a plus de 60 ans, donc comme il est d'usage, ils prennent la déposition, mais en tout cas, il n'y a pas une enquête très très fouillée qui est menée. Les jours, puis les mois s'enchaînent sans que rien ne se passe. Anne-Marie a littéralement disparu. Philippe Marchand relance régulièrement le commissariat. En vain. Philippe Marchand, il est de plus en plus inquiet. Il se demande ce qu'a bien pu devenir sa compagne, celle qui partageait sa vie. Cette disparition est quand même très étrange pour tout le monde, pour tout son entourage. Et donc ça intrigue vraiment, ça intrigue tout le monde. Mais ça va durer 2 ans, cette histoire. Sans nouvelles d'Anne-Marie. Près de 2 ans s'écoulent sans le moindre signe de vie d'Anne-Marie. En mars 2019, Philippe Marchand envoie un message à un autre service de police spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Philippe Marchand va finir en fait par faire un email, mais cette fois-ci non plus au commissariat. Il va écrire directement à la BRDP.
La brigade de répression de la délinquance à la personne. Et c'est un service qui est d'un niveau supérieur au commissariat du coin. En disant, voilà, écoutez, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant la disparition de Anne-Marie Richy. Est-ce que vous pourriez me tenir au courant de savoir où en sont les recherches ? Les enquêteurs de la BRDP se présentent fin mai 2019 au domicile du couple dans l'espoir d'y découvrir des indices, des éléments susceptibles d'éclaircir la disparition d'Anne-Marie. Ils veulent savoir où elle est passée, à quoi correspond cette histoire de disparition. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, ils vont finir par aller voir Philippe Marchand. Ils se rendent au domicile, ils constatent qu'il y a encore des vêtements, ses affaires sont là. Philippe, qui n'a touché à rien, comme attendant le retour d'Anne-Marie, a conservé dans sa salle de bain sa brosse à dents. Une brosse à dents, des vêtements. Par chance, Philippe Marchand a conservé tous les effets d'Anne-Marie. Les enquêteurs y prélèvent de l'ADN afin de le comparer avec celui des personnes retrouvées mortes, mais sans identité. Une fois que les enquêteurs sont en possession de cet ADN, ils peuvent le rentrer dans le fichier national automatisé. Le fameux FNAEG, pour voir si ça correspondrait pas à quelqu'un ou un corps qu'on aurait trouvé dans telle ou telle région. Et là, coup de théâtre. L'ADN d'Anne-Marie Richy match avec celui d'un corps non identifié. L'enquête prend alors une toute autre direction. L'actualité à Paris et en Île-de-France nous conduira à Vernouillet dans les Yvelines où un corps a été retrouvé calciné avant-hier dans un endroit isolé. D'après les témoignages que nous avons recueillis, cet endroit sert souvent de décharge sauvage. Fin août 2017, Vernouillet. C'est dans cette petite ville de la région parisienne que deux promeneuses repèrent les restes d'un foyer à proximité du chemin des Poiriers. Elles s'approchent et distingue avec horreur ce qui pourrait ressembler à un crâne humain et une cage thoracique. Effrayées, elles appellent la police. Une équipe est immédiatement dépêchée sur les lieux de cette macabre découverte. Sur place, les enquêteurs retrouvent sous des pneus les restes d'un corps en partie calciné. Le corps se présente en fait de manière désordonnée. Il y a là un bras, là une jambe, la tête n'est pas non plus au bon endroit. Il y a un crâne, une partie de tronc, un pied. Ce qui rajoute d'autant plus à l'horreur. Arrivée à son tour, la police scientifique confirme qu'il s'agit bien de restes humains. Un squelette presque au complet, mais dans un état de décomposition très avancé. C'est une sorte de puzzle macabre. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Que vont devoir résoudre les policiers, les enquêteurs, les médecins légistes. Suite aux premières constatations, les policiers ont une certitude. Le corps a été brûlé sur place, à l'aide de vieux pneus et d'un combustible. Le témoignage d'un promeneur est formel. Le tas de pneus était encore intact le 20 août, soit 11 jours avant la découverte macabre. Le corps a donc forcément été déposé dans cet intervalle. Immédiatement, cette information fait tilt dans la tête des enquêteurs. Dans un premier temps, les médecins légistes pensent qu'il doit s'agir du corps d'un enfant ou d'un adolescent. Virginie Selvetti, journaliste. Et nous sommes en pleine affaire Maëlys, donc cette petite fille qui a été enlevée par Nordal Lelandais. Donc au départ, les enquêteurs pensent peut-être avoir retrouvé le corps de cette petite fille. Ce corps calciné pourrait-il être celui de Maëlys ? La taille du squelette correspond à celui de la jeune fille disparue en Isère lors d'un mariage.
4 jours déjà que la France retient son souffle et vit au rythme des battues organisées pour retrouver Maëlys. Le squelette de Vernouillet est immédiatement transporté à l'Institut médico-légal. Et là, le mystère s'épaissit un peu plus. En effet, les analyses révèlent que le corps n'a pas seulement été brûlé. Selon les légistes, certaines blessures semblent avoir été faites pour empêcher ou du moins retarder l'identification de la victime. Il y a des fractures au niveau des côtes, il y a aussi des fractures au niveau de la mâchoire, des dents qui sont cassées. On voit notamment entre la vertèbre C3 et C4, dans le cou, la tête a été tranchée. Autre information importante, compte tenu de l'état du corps, les causes de la mort sont, selon les médecins, impossibles à déterminer. Ce corps, en état de décomposition avancée et quasiment totalement calciné, est envoyé au laboratoire d'hématologie de Bordeaux pour établir un profil génétique. Pour tenter de découvrir qui est leur victime, les experts effectuent une étude sur les ossements. Et les résultats sont sans appel. Ces restes humains ne sont pas ceux de la petite Maëlys. Mais alors, à qui peuvent-ils appartenir ? La gendarmerie scientifique apportera des précisions sur la taille de l'individu. Donc 1,53 m à plus ou moins 4 cm confirmera qu'il s'agit du corps d'un individu de sexe féminin qui aurait entre 50 et 70 ans. Un appel à témoins est lancé sur les réseaux sociaux, sans succès. L'ADN de la victime est entré dans le fichier FNAEG et enregistré comme anonyme. Le mystère va rester entier jusqu'en mai 2019. Grâce aux prélèvements effectués chez Philippe Marchand, les policiers ont désormais la certitude que le corps de Vernouillet est bien celui d'Anne-Marie Richy. L'affaire n'est donc plus une disparition inquiétante, mais un homicide volontaire, et l'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles. Qui pouvait bien souhaiter la mort de cette femme sans histoire ? Les enquêteurs vont du coup effectivement mettre les bouchées doubles à ce moment-là. Les policiers de la PJ vont reprendre un peu le dossier à zéro. Il n'y a pas grand-chose parce que l'enquête était on ne peut plus sommaire à l'époque. Dans ce genre d'homicide, l'enquête s'intéresse tout d'abord à l'entourage de la victime. La téléphonie d'Anne-Marie montre une femme très seule, sans amis et avec très peu de contacts familiaux. Les enquêtrices de la brigade criminelle vont naturellement procéder à une audition de Philippe Marchand. Le couple qu'il formait avec Anne-Marie était-il réellement sans nuage, comme il l'a prétendu 2 ans plus tôt, lorsqu'il signalait sa disparition ? L'ex-compagnon va très vite avouer qu'il existait en réalité de nombreuses tensions dans le couple à cause de son infidélité. Anne-Marie Richy, pendant quelques semaines, quelques mois, je ne sais trop, se prête évidemment à ce libertinage. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Et puis elle va tomber amoureuse. Et donc, progressivement, elle ne veut plus de libertinage. Lui, il en veut encore. Lui, il ne voit pas pourquoi, puisqu'ils se sont connus sous le sceau de ce libertinage. Anne-Marie Richy ne le souhaite plus et devient de plus en plus jalouse. En fait, tout ça part un petit peu sur un malentendu parce que Philippe Marchand imagine qu'il va pouvoir continuer à vivre sa vie de patachon, enchaîner les maîtresses, les liaisons, etc. Elle comprend très vite que Philippe continue à passer son temps sur les applications de rencontres, qu'il visiblement, il voit d'autres femmes un peu dans son dos et donc elle comprend très vite qu'il ne changera jamais. En fouillant dans le passé d'Anne-Marie, les enquêtrices vont découvrir que l'infidélité de Philippe fait écho à un drame survenu 35 ans plus tôt. Un drame qui a rendu Anne-Marie veuve et son fils unique, Olivier, orphelin. Mon père, il faisait, entre guillemets, il travaillait à la RATP et puis il faisait des extras, donc il conduisait des cars. Olivier Cambrai, fils d'Anne-Marie. Et malheureusement, une fois, il a couché avec une des passagères du car. Ma mère l'a su.
Et là, ça a commencé à partir en live à ce moment-là. Et je devais avoir, je sais pas, 6 ans, ouais. Ma mère, elle en a toujours voulu à mon père, jusqu'à la fin de sa vie. Et elle en a toujours voulu. Elle n'a jamais accepté ça. Donc, au bout d'un moment, la pression, je pense qu'elle était trop forte pour lui. Et il a dit, c'est bon, j'arrête. Parce qu'il voyait qu'avec ma mère, il n'y avait plus rien à espérer, quoi. Donc, il a dit, c'est bon, ça suffit. Donc, un coup de carabine qui s'est loupé. Et après, il s'est pendu. J'allais avoir 14 ans. Même encore maintenant, je vois encore très bien la scène. C'est pas facile à gérer tout ça. Parce que j'avais oublié beaucoup de choses. C'était tellement simple d'oublier, de mettre tout de côté. L'adolescent appelle les secours, tente de décrocher son père, mais il est trop tard. Évidemment, là, ça a signé la dislocation de la famille. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Et Olivier a été confié à ses grands-parents paternels. Elle a été, on va dire, entre guillemets, elle a été la cause du décès de mon père. C'est complètement idiot de penser ça, mais c'est ce que moi je ressentais. Et c'est ce que ma famille m'a dit pendant des années. C'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, c'est de la faute de ta mère si ton père est mort. Tout ça, ça fait que, après, inconsciemment, j'ai pratiquement coupé les ponts avec ma mère. On se parlait pas beaucoup. Pendant des années, Olivier refuse donc tout contact avec sa mère, la jugeant responsable de la mort de son père. Anne-Marie, brisée, tente de se reconstruire. Mais sa vie sentimentale continue d'être frappée par de nombreux drames. Premier mariage, mon père se suicide. Deuxième mariage, mon beau-père, il meurt d'un AVC, je crois, ou un truc comme ça. Troisième ami, ça c'est le troisième, pareil, il meurt aussi. Et là, c'était la descente aux enfers pour elle. Et c'est ça qui la faisait aussi tomber en dépression, parce que c'était une grande dépressive. Au bout de 3, le troisième, c'était la fin. Alors là, elle est descendue dans des dépressions, mais pharaoniques. Anne-Marie, dépressive. Un élément du dossier le confirme. L'analyse toxicologique du cadavre de Vernouillet montrait une très forte consommation de venlafaxine, un puissant antidépresseur. De plus, en examinant le dossier médical de la victime, les enquêtrices découvrent plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, dont un, au moins, dès le début de sa relation avec Philippe Marchand. Lors de son audition, il va confirmer la dépression de sa compagne et raconter une bien étrange tentative de suicide. Elle lui fait un scandale et elle lui dit qu'elle s'est introduit une pipette d'eau de Javel dans le vagin. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc avec les dégâts que ça peut causer sur l'organisme. Et donc c'est quasiment un acte d'automutilation. Elle appelle les secours en disant qu'elle s'est effectivement injecté une pipette d'eau de Javel dans le vagin. Sylvie Sézikeye-Caillet, avocate de la défense. C'est pour appeler au secours, en fait, parce que se suicider de cette manière-là, je ne crois pas que ce soit d'une efficacité extrême. Philippe Marchand, voyant ça, va évidemment vouloir mettre le holà en disant « Oh là là, c'est quoi cette histoire? Elle est fragile, elle est malade, ça ne va pas du tout, je ne veux plus être avec elle. » Et au fond, elle va le solliciter, y compris quand elle est à la clinique, et Philippe Marchand m'expliquant qu'à chaque fois, elle savait le rattraper avec des mots doux, en étant beaucoup plus calme, en lui disant combien elle l'aime, et il m'explique qu'à chaque fois, il revenait vers elle. Le couple conclut alors un pacte. Si Anne-Marie respecte sa médication, Philippe, lui, promet de restreindre ses infidélités. Monsieur Marchand lui met un peu, je dirais, le marché entre les mains, c'est-à-dire elle doit prendre ses médicaments, elle doit se faire suivre, sinon ça ne va pas être possible. Et là, alors, on peut envisager une vie commune. Le pacte a-t-il été respecté? Les enquêtrices en doutent. En consultant les réseaux sociaux, elles découvrent que Philippe n'a en réalité jamais cessé d'être volage.
Et il entretient même, depuis 2017, une relation parallèle avec une certaine Claudine qui habite en Normandie. Philippe va faire ce qu'il fait depuis toujours, c'est qu'il va revenir sur les sites de rencontres. Il va tomber sur une certaine Claudine qui a à peu près le même âge, qui très vite tombe sous le charme de Philippe. Et donc, assez rapidement, cette femme va devenir sa maîtresse attitrée. Et cette femme, il peut partir la rejoindre un week-end entier ou une semaine. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc effectivement, là, à ce moment-là, Anne-Marie, il lui fait subir l'infidélité en la laissant seule. Une concurrence qu'Anne-Marie aurait très mal vécue. Si, jusqu'ici, sa place n'était pas en danger, elle doit désormais lutter pour trouver grâce aux yeux de Philippe. Et tous les coups sont permis. Elle va sentir que ce n'est plus une femme de passage, comme il y en a eu tant d'autres, mais visiblement la maîtresse numéro 1. Comme elle est assez habituée des réseaux sociaux, elle va envoyer des insultes, des messages de menaces, des choses assez graves, en fait, à sa rivale. Miss Normandie, faut lâcher le morceau, cela devient très très pénible, ok ? À force d'espérer, on finit par se dessécher. Et Philippe Marchand, il fait rien du tout pour arrêter ça. Bien au contraire, il entretient cette idée de ce qu'elles sont nombreuses là à se livrer concurrence pour remporter le morceau. Et le morceau, c'est lui. Il y a des scènes où il peut être en conversation avec Claudie et puis passer Claudie au téléphone à Anne-Marie et à leur dire « débrouillez-vous entre vous pour savoir laquelle va finalement gagner et laquelle va m'emporter ». Et en juillet 2017, Anne-Marie publie sa victoire sur sa rivale. Philippe lui a promis le mariage, une parole qui sonne comme la fin de l'infidélité. Je voyais sur les réseaux sociaux, parce que les enfants, ils regardent sur les réseaux. Donc ils me donnaient des nouvelles. Ah, regarde, mamie, elle va se marier. Ah bien, c'est bien, tant mieux. Elle refait sa vie, elle vit, voilà, c'est bien, tant mieux. Puis elle n'avait pas un visage, sur ces photos-là, elle n'avait pas un visage dépressif, elle était bien, elle était jolie, quoi. Elle était jolie. En juillet 2017, un mois avant sa disparition, Anne-Marie Richy offre donc le visage d'une femme enfin heureuse et apaisée. Mais en épluchant la téléphonie de Philippe, les enquêtrices découvrent qu'il n'a jamais cessé d'être en contact avec sa maîtresse, même après la disparition d'Anne-Marie. Les policières voient dans cette fréquentation un mobile. Aurait-il voulu se débarrasser d'Anne-Marie pour fréquenter librement cette fameuse Claudine ? Pour répondre à cette question, les enquêtrices vont placer Philippe Marchand sur écoute téléphonique durant plusieurs mois dans l'espoir de recueillir des confidences. Il se dit très inquiet. Virginie Selvetti, journaliste. Que ce soit auprès de ses proches, de son ex-compagne, de sa fille, de son meilleur ami. Qu'elle était assez fragile psychologiquement. Et le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours, vu son passif au niveau psychiatrique, psychologique, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Le mobile de la maîtresse ne semble pas sérieux. Rien dans les conversations de Philippe Marchand ne laisse penser qu'il pourrait être lié de près ou de loin à sa disparition. À première vue, le retraité au casier judiciaire vierge n'a pas le profil du tueur sanguinaire ou du dépeceur. D'ailleurs, c'est lui qui, depuis des mois, relance la police afin de retrouver sa compagne. C'est celui qui a déclaré donc une disparition inquiétante. C'est le compagnon qui s'est inquiété effectivement de ne plus avoir de nouvelles de sa compagne en 2017. Il a plus de 60 ans, je crois 65 ans, absolument aucune antériorité judiciaire. Dans mon souvenir, rien. Peut-être un excès de vitesse, je suis même pas sûre. De surcroît, Philippe a un alibi. Hospitalisé dès le 22 août 2017 pour une fracture du col du fémur, il a été pris en charge par le SAMU. Et il ajoute que c'est Anne-Marie qui les a reçus. Il va raconter qu'il était dans l'appartement avec Anne-Marie Richy, qu'il est tombé, qu'il s'est cassé le fémur, qu'elle a appelé les secours, qu'elle a ouvert au secours et qu'elle est partie.
Mais un grain de sable va mettre à mal cet alibi. Interrogée par les enquêteurs de la PJ, l'équipe de secours n'a pas les mêmes souvenirs que le retraité. On va demander au brancardier, celui qui est venu le chercher, l'homme dit bon, ça fait 2 ans, c'était il y a 2 ans, mais moi je me souviens pas. Pour moi, je me souviens d'un monsieur seul. Le monsieur était seul chez lui. Si Anne-Marie n'était pas avec Philippe Marchand le soir de son accident, alors où se trouvait-elle ? Pour le savoir, les enquêtrices disposent d'un ultime recours, son compte bancaire. Et en épluchant ses dépenses, elles vont faire une découverte incroyable. Depuis sa disparition, Anne-Marie a continué d'encaisser sa retraite et elle aurait utilisé très régulièrement sa carte de crédit. Ce qui est tout bonnement impossible, puisque les enquêteurs savent maintenant qu'Anne-Marie Richy est décédée depuis 2 ans. Tout porte les enquêtrices à croire que c'est en réalité Philippe Marchand qui utilise les comptes de la défunte. Les enquêteurs vont se concentrer sur l'étude des mouvements bancaires de Philippe Marchand. Et là, ils vont découvrir plusieurs choses. Tout d'abord que Philippe Marchand utilisait très peu sa carte bancaire. Que toutes ses dépenses, il les faisait avec la carte d'Anne-Marie Richy. Il y a des dépenses de restaurant qui ont été faites sur les lieux de séjour de Philippe Marchand. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en Normandie ou dans le sud de la France. Anne-Marie, qui était censée être à Cambrai, ne dépense pas d'argent durant tout le temps de l'hospitalisation de Philippe Marchand. Sa carte fonctionne le lendemain de sa sortie d'hôpital. Donc il y a un lien direct. Les enquêtrices ont désormais la certitude que Philippe Marchand dépense l'argent d'Anne-Marie depuis sa disparition. Et un achat retient particulièrement leur attention. Le 22 août 2017, jour même de la disparition d'Anne-Marie, sa carte bancaire est utilisée dans un magasin de bricolage. On va découvrir que le jour de la disparition d'Anne-Marie, il va faire des achats avec la carte bleue de la disparue, et pas n'importe quels achats, parce qu'il s'agit de desktop, de sacs de gravats et de scie. Et de scie, ça fait tilt dans l'esprit des enquêteurs. Un achat plus que compromettant aux yeux des policières, compatible avec le rapport d'autopsie et la description du corps démembré. Ce qui fait que l'étau se resserre inexorablement sur lui à ce moment-là et que son cas paraît scellé. Les mensonges répétés, les incohérences de son alibi, l'utilisation de la carte de crédit d'Anne-Marie pour brouiller les pistes, Philippe Marchand devient suspect numéro 1. Le 15 octobre 2019, au petit matin, Philippe Marchand fait face aux enquêtrices dans les locaux de la PJ de Versailles. Il est accompagné par son avocate. Par expérience, je sais que quand ils interpellent quelqu'un, c'est qu'en général, ils ont vraiment des éléments à charge probants. Sylvie Sézikaye-Caillet, avocate de la défense. C'est quelque chose que je lui fais comprendre. Je lui dis, voilà, si les policiers sont venus vous interpeller ce matin et vous placer en garde à vue, il faut vous attendre à ce qu'ils puissent vous dévoiler des éléments à charge contre vous. Et les enquêtrices vont d'abord informer Philippe de la découverte du corps d'Anne-Marie. Au début de sa garde à vue, Philippe Marchand nie toute implication dans la disparition d'Anne-Marie et maintient qu'elle s'est volatilisée, qu'elle a dû disparaître volontairement. C'est pas un bandit de grand chemin, Philippe Marchand. Il n'a pas l'expérience des gardes à vue en matière criminelle, mais... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Au départ, il est assez coriace. Il reste sur ses positions. Il n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la mort de sa compagne. Dès le début de son audition, l'accusé nie catégoriquement être l'auteur du meurtre. Mais au bout de quelques heures, les policières le confrontent à l'achat effectué dans le magasin de bricolage. Philippe Marchand commence à craquer. Il y a un élément, je dirais, déterminant, c'est qu'avec les tickets de carte bleue, on sait exactement à quelle heure et à quel endroit il a fait des achats. Et on sait notamment qu'il est allé acheter au magasin Bricorama du matériel et qu'il a acheté également un bidon d'essence à la station-service. Là, il comprend. Il comprend qu'il est coincé.
Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il a cette phrase en disant « Je savais pas qu'on pouvait être aussi précis ». La messe est dite d'une certaine manière. Et il fait ses aveux. Devant les enquêtrices, Philippe va enfin raconter la vérité et révéler comment il a plongé dans la spirale du mensonge et du crime. Tout commence le 22 août 2017 au matin dans son appartement. Une dispute éclate au sein du couple. Selon Philippe Marchand, l'élément déclencheur, c'est Anne-Marie Ritchie aurait ruminé une espèce de colère toute la matinée sans qu'il comprenne vraiment de quoi il s'agissait. Elle était comme ça, prostrée sur le canapé. Et puis, à un moment donné, comme une furie, elle se lève, elle se précipite sur lui, elle tente de l'étrangler. Et en fait, il dira que c'est la première fois qu'elle était violente physiquement. Vis-à-vis de lui, ça n'était jamais arrivé. Il est pris à la gorge, c'est en tout cas ce qu'il décrit. Je serais assez encline à le croire. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Et du coup, il la prend à la gorge. Et voilà ce couple symbiotique, fusionnel, qui s'étrangle l'un l'autre. Et ça va durer, dit-il, 1 minute. 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes. Chacune de ces secondes, il avait la possibilité d'arrêter et de desserrer son étreinte. Il ne l'a pas fait. Elle l'étrangle, il l'étrangle et finit par la tuer. Une fois qu'il a constaté le décès d'Anne-Marie Ritchie, il y a 2 solutions qui s'offrent à lui. Il n'y en a pas 36. Soit il appelle la police, soit il efface ce qu'il a fait. Il prend la décision froide, rationnelle, réfléchie, de basculer dans l'horreur la plus absolue. Comment assumer ce que je viens de faire au regard de mon ex-femme, de ma fille, de mon frère, de ma mère, de mes amis? Parce que ça voulait dire qu'il allait évidemment perdre leur estime, même leur amour, leur amitié, etc. Et c'était inenvisageable pour lui. Et en fait, ce qui va du coup commander ces actes, c'est de faire disparaître le corps pour ne pas avoir à assumer, à dire « j'ai tué Anne-Marie Ritchie ». Et il va se couper de sa part d'humanité. Il faut faire disparaître ce corps. Il va s'en donner les moyens. Il est midi lorsque Philippe Marchand s'empare de la dépouille d'Anne-Marie et la porte jusqu'à sa salle de bain. Il la dépose dans la baignoire et il décide de la démembrer. Pourquoi le démembrement? C'est parce que aussi, pour des raisons purement pratiques, de transport du corps. Philippe Marchand, il a un petit gabarit en réalité, lui aussi. C'est pas évident de transporter, il ne fait même pas 1m65. Et à partir de là, il commence à expliquer ce qui va être tout simplement une journée d'horreur. Virginie Selvetti, journaliste. À ce moment-là, Philippe Marchand lui aurait mis la tête dans la baignoire, aurait incisé la carotide pour qu'elle se vide de son sang. Il va faire s'écouler le sang dans la baignoire, en mettant le cou d'Anne-Marie. Et ça devient l'homme pragmatique. C'est inassumable, je deviens pratique. Et puis il va aller faire ses courses chez Bricorama. À 18h30, Philippe Marchand arrive au magasin de bricolage. Il achète le nécessaire pour se débarrasser du corps avec la carte bancaire d'Anne-Marie. Et puis il rentre chez lui et il se met à la besogne et il exécute ses bases œuvres de manière tout à fait réfléchie. Il a bien compris qu'il fallait faire disparaître le panoramique dentaire, il fallait faire disparaître les empreintes digitales. En revanche, le démembrement, il ne peut pas m'en parler, il ne veut pas m'en parler. L'expert dira qu'on voit bien que, voilà, que ça a été compliqué, que ça a été très difficile. Et comme chaque fois que quelqu'un, évidemment, n'a pas de connaissances en anatomie, c'est aussi ça qui est d'autant plus abominable, je dirais, c'est que ça a été sans doute tellement abominable que
Voilà, je pense qu'il a occulté beaucoup de choses de cette phase-là. Aux environs de 23 heures, Philippe Marchand quitte son appartement et il charge les sacs contenant le corps d'Anne-Marie dans le coffre de sa voiture. C'est en plein mois d'août, dans une résidence à Boulogne, il n'y a absolument personne. Donc il prend l'ascenseur, il arrive au sous-sol et il transbahute les sacs poubelles qu'il met dans son coffre, flanqué évidemment de son bidon d'essence. Et puis il part, il ne sait absolument pas où. Et il m'expliquera, j'ai pris le premier embranchement, il prend l'autoroute de l'Ouest, il dépasse Versailles, il sort de l'autoroute, il va un peu dans la campagne, il avise des gens du voyage, des roulottes, et puis un peu plus loin, un petit sentier sombre. Il arrive sur ce petit chemin à Vernouillet. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Il n'y a rien de bucolique, hein, c'est une espèce de décharge à ciel ouvert. Avec, me dit-il, un amas de pneus. Je dis, mais pourquoi vous arrêtez là où il y a des pneus? Chose que j'ignorais, il m'explique, pour la combustion, ça aide à la combustion. Il va s'organiser un bûcher. C'est-à-dire qu'il va mettre les sacs, le reste d'Anne-Marie. Il va placer des pneus en dessous, des pneus au-dessus, pour que ça prenne mieux, dit-il. Froid et méticuleux, Philippe Marchand déroule son plan. Mais le scénario va bientôt lui échapper. Et puis, le feu ne part pas. Donc, il s'approche du feu. Et là, explosion, ce qu'on appelle un effet blast, avec un effet de souffle qui le fait reculer en arrière et tomber par terre. Et là, au bout de 2 secondes, il se rend compte qu'il ne peut pas se relever. Et il constate qu'il s'est cassé le col du fémur. Il fait preuve d'un sang-froid absolu parce que les médecins légistes diront qu'avec une fracture du col du fémur, il est impossible de se déplacer. Lui, non seulement il se déplace, mais il arrive à conduire son véhicule sur 30 km. Il utilise sa main gauche pour mouvoir sa jambe gauche pour passer l'embrayage. Et vaille que vaille, qu'un, il parvient à retourner chez lui à Boulogne. Et il est rentré chez lui en rampant et a appelé les secours à 4 heures du matin. Il se fait hospitaliser, il est tout de suite opéré donc, pour cette fameuse fracture de hanche. Il est ensuite envoyé très rapidement en rééducation et là, il fait un infarctus. Bref, il revient après tout ce parcours hospitalier et très rapidement, ni vu ni connu, il continue sa course folle, non sans, malgré tout, aller signaler la disparition d'Anne-Marie Richie à la police. Et durant plus de 2 ans, son plan fonctionne. Dans la salle d'interrogatoire, Philippe Marchand est passé aux aveux. Mais les enquêtrices doivent les confronter, ces aveux, par des éléments concrets. La police scientifique se rend alors dans l'appartement de Philippe Marchand et confirme qu'il s'agit bien du lieu du crime. Quand la police technique et scientifique débarque dans l'appartement, c'est la caverne d'Ali Baba. Ils vont passer le Blue Star, qui est un procédé chimique pour révéler les traces de sang, et ils vont découvrir, notamment dans la salle de bain, au niveau de la baignoire, des joints de la baignoire, des traces de sang. Il y a à peu près tout ce qu'ils attendaient. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a les scies qui correspondent à la manière dont a été découpé le corps. Il a quand même vécu 2 ans et demi dans l'appartement. Olivier Cambrai, fils d'Anne-Marie. Ça ne l'a pas choqué, hein. Tout va bien. Quant au lieu où Philippe Marchand a fait disparaître le corps, l'étude du GPS de son véhicule va confirmer qu'il était bien à Vernouillet le 22 août 2017 au soir. Ils s'aperçoivent qu'il a quitté son domicile de Boulogne-Billancourt aux alentours de 23h15, qu'il a mis à peu près 50 minutes pour se rendre à Vernouillet, et que là, il y reste une vingtaine de minutes avant de revenir à son domicile de Boulogne-Billancourt.
ses aveux terminés, Philippe Marchand raconte être soulagé auprès de son avocate. Soulagé de ne plus avoir à mentir et de cacher sa culpabilité auprès de ses proches. Et en fait, il dit je savais plus comment me sortir de cette affaire parce qu'il aurait pu se débarrasser aussi de tous les effets personnels qui étaient restés chez lui. Sylvie Sézy-Caillet, avocate de la défense. Les éléments sur lesquels il le savait très bien qu'on pouvait retrouver de l'ADN. Donc, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait envie de se faire prendre. Et je me souviens très bien d'ailleurs, en garde à vue, le soulagement que ça a été pour lui. À la sortie de sa garde à vue, Philippe Marchand est placé en détention. Reste maintenant à prévenir les proches d'Anne-Marie, et en particulier son fils unique, Olivier. À l'annonce de la nouvelle, il est anéanti. Je rentre du travail, je vois la voiture de gendarmerie devant la maison, et je dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et... Monsieur Cambrai, oui. Madame Richy, vous connaissez? Bah, je dis oui. Il me dit c'est qui pour vous? Bah, je dis c'est ma mère. Je dis pourquoi? Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On vient vous avertir, avant que vous l'appreniez par les médias, que votre mère a été assassinée. C'est ma mère quand même, même si j'avais pas de contact, ça reste quand même ma mère. Et lorsqu'il apprend les circonstances de la mort de sa maman, Olivier est sous le choc. Ben, je le vois avec un ciseau à bois en train d'y casser les dents. Lui couper les bouts de doigts avec un ciseau. Et ça, dans la tête, ça passe en boucle. Hein. Ça passe en boucle pendant des mois et des mois et des mois. Hein. Pendant des mois, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Et après, il l'a découpé. Il l'avait complètement déshumanisé. Et en vrai, c'était plus rien pour lui. C'était plus rien. Il s'est débarrassé d'une chose. Je savais plus quoi en faire. Quoi en faire. Comme si c'était une chose qu'on balançait. On met à la poubelle et terminé. L'enterrement d'Anne-Marie a lieu le 14 mai 2021, près de 4 ans après sa mort. J'avais choisi son cercueil. Quand elle arrivait au cimetière, on n'était pas nombreux, hein, mais quand elle arrivait au cimetière, rien qu'à faire déplacer le cercueil, j'avais l'impression d'entendre que ça se promenait quoi dedans. Ils n'ont pas retrouvé la moitié du corps. Là, il n'y a rien, rien du tout. Ça aussi, tout ça, c'est terrible à vivre. C'est terrible, hein. C'est terrible. Parce que là, je sais pertinemment qu'il n'y a rien. Rien du tout. Anne-Marie Richy, assassinée, démembrée, brûlée, pour une simple dispute conjugale. Les enquêteurs en doutent. Ils ne croient pas trop à la thèse du coup de folie servi par l'accusé. Le mobile pourrait-il être financier ? Un élément conforte en tout cas cette thèse. Après le meurtre, Philippe Marchand vit littéralement au crochet de ses victimes. Ce qui aggrave encore le cas de Philippe Marchand, c'est la façon dont il a vécu après ce meurtre. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Non seulement il l'a dissimulée, il tente de la faire passer pour vivante. En fait, il va se substituer à elle. Il profite de ses finances, il pille comme un pilleur de tombes sur son compte bancaire plus de 28 000 € sur les quelques mois jusqu'à son interpellation. Et donc il vit au crochet de celle qu'il a tuée. Avec la carte bancaire d'Anne-Marie, Philippe effectue des retraits, offre des fleurs et des restaurants à de nouvelles conquêtes. En 2 ans, il dépensera près de 30 000 € du compte d'Anne-Marie, contre seulement 4 000 du sien. C'est quelqu'un qui est économe. Donc ça veut dire qu'il avait sans doute là la possibilité de moins toucher à ses économies. Et effectivement, il le dira que c'était pour continuer à la faire vivre. Il explique que c'était normal de piquer son pognon en vrai. Tant qu'il y en avait, pourquoi pas? C'est normal, il y a du pognon, mais je m'en sers. Il a poussé le vice à aller se faire payer le restaurant à ses amis avec le compte de ma mère. Donner le change, faire croire qu'Anne-Marie est encore en vie, au cas où un jour, la police vérifie ses comptes. Mais Philippe Marchand va encore plus loin dans la dissimulation. Pour tromper son entourage, il fait croire qu'il a de temps en temps des nouvelles de sa compagne. Il se faisait appeler avec le téléphone. Non mais ça va pas, non? Il appelle son ami Pierre qui vient chez lui
en lui disant « Attention, Anne-Marie m'a dit qu'elle allait revenir ce soir récupérer des affaires. Viens m'aider s'il te plaît. » Donc évidemment, tous les deux sont dans l'appartement à attendre Anne-Marie qui bien sûr ne se présentera jamais. Une course qui l'oblige à relancer régulièrement la police pour mieux conforter son alibi, jusqu'à son dernier message en mars 2019 qui, ironie du sort, va le conduire à sa perte. Je lui dis mais vous avez conscience que c'est vous en fait qui avez relancé la procédure donc pour disparition inquiétante et c'est comme ça qu'on vient vers vous. Il m'a dit c'est un grand soulagement, ça y est, je suis libérée et maintenant je vais devoir assumer mes responsabilités. Philippe Marchand est mis en examen pour meurtre, recel et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Son procès s'ouvre le 6 mars 2023 devant la cour d'assises des Yvelines. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Au regard du crime, tout le monde s'attend à voir juger un monstre froid et manipulateur. Mais Philippe Marchand va plaider le coup de folie, l'accès de fureur face à une compagne devenue un démon. Elle était folle. Anne-Marie était folle. Elle était invivable. Elle lui faisait vivre l'enfer. Il n'a de cesse, y compris à l'audience, de dire que Anne-Marie Ritchie est folle, qu'elle est hystérique, qu'elle est bipolaire. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Qu'elle souffre de troubles de la personnalité et que finalement, lorsqu'il la tue, on est presque sur une scène de légitime défense. Les gens disaient, on dit que c'était de la faute de ma mère. Si elle en arrive à ce point-là, c'est de sa faute à elle. Uniquement de sa faute. Lui, non. Lui, c'est parce qu'elle l'avait poussé à bout. Selon l'accusé, c'est la violence d'Anne-Marie qui l'aurait conduit à faire ressortir sa propre violence. Une cruauté refoulée depuis l'enfance. Pour moi, les clés de la compréhension de ce qu'il a pu faire se trouvent vraiment dans son enfance et sa jeunesse. D'abord, son père était alcoolique et violent. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Il a assisté à beaucoup de violences interconjugales et intrafamiliales. Il en était lui-même l'objet. Il y a une part sombre, je pense, en chacun de nous. Et parfois, un événement fait qu'on peut basculer. À la barre, Philippe Marchand se présente comme victime de son passé, comme de sa compagne. Mais ces accusations vont se retourner contre lui. Interrogé sur ses sentiments au moment d'enflammer le corps d'Anne-Marie, Philippe Marchand avoue seulement avoir pensé à une chanson. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la carbonisation du corps? Il dit, j'ai pensé à Johnny Hallyday, allumer le feu. Pourquoi vous avez pensé à ça? Je sais pas. Et là, on a notre avocate. Elle dit, Monsieur Marchand, vous avez allumé le feu. Vous étiez content, vous avez pensé à Johnny Hallyday. Mais je vais vous en choquer une autre, moi. Requiem pour un fou, parce que c'est ce que vous êtes un fou. Philippe Marchand est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Un soulagement pour les proches de la victime. Olivier, il a fait en sorte que la dépouille d'Anne-Marie soit inhumée à côté de chez lui. Et là, il va lui rendre visite tous les jours. Et paradoxalement, ils n'ont jamais été aussi proches, même physiquement, depuis qu'Anne-Marie est décédée. Et au cimetière, là où ma maman l'a enterrée, la tristesse, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui ont été de temps perdu, de temps perdu. Et ça, le temps perdu, on ne pourra plus jamais le rattraper, plus jamais. C'est fini. C'est terminé. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. On s'en remet pas. On s'en remet pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Si la vie les a séparés pendant de longues années, Olivier a toujours du mal à faire le deuil d'Anne-Marie, sa maman. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.